qui sera d'une durée maximale de 20 minutes. Tantli Arinjaka Ravelonjatovo est titulaire d'un doctorat Nouveau Régime soutenu en 2012 avec une thèse intitulée Contribution à l'étude systématique de la formation des termes malgaches, cas du domaine de l'environnement. C'est une thèse qui était co-dirigée par le professeur Ralalao Erivoni Baulisoa Simone de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarive, à Madagascar, et par la professeure Béatrice Daille, enseignante-chercheuse à l'Université de Nantes et membre du laboratoire de Nantes Atlantique. Tantli est aujourd'hui maître de conférence à l'Université d'Antananarive à Madagascar depuis 2013 au sein de la mention Communication, Médiation, Médias et Organisation. Il est responsable des matières relatives à la terminologie et à la communication, enjeux communicationnels de la terminologie, approche terminologique de la communication, langue et technologie. Il est également membre du Centre de recherche appliquée au malgache et auteur de plusieurs articles sur le traitement informatique de la langue et de la terminologie malgache. Il est membre associé du CERCOM, donc Centre de recherche en communication, à l'Université d'Antananarive. Donc, vous avez la parole. Donc, je vois les signaux, allez-y. Donc, je peux commencer. Alors, la communication s'intitule l'enseignement de la terminologie en sciences de l'information et de la communication, cadre de la mention communication de l'Université d'Antananarive. Sommaire de la présentation. Pardon. Ça devrait être une présentation. Alors, je peux continuer. Est-ce que vous avez un problème technique? Est-ce que c'est vous qui manipulez la présentation? Alors, deuxième diapositive, c'est le sommaire. Non, ça n'a pas changé sur la visio. Deuxième diapositive. C'est à vous de changer les diapositives sur votre ordinateur. Voilà. Voilà. Donc, dans cette présentation, je vais commencer par le contexte général, c'est-à-dire le contexte du colloque et l'université d'Antananarive, puis des questionnements, problématiques et hypothèses. Et après, le cadre méthodologique pour présenter ensuite les enjeux méthodologiques de l'approche surtout que j'ai choisie. Et en cinquième point, c'est le corpus en sciences de l'information et de la communication. Puis, à la fin, donc, la conclusion et les références bibliographiques. Le contexte général maintenant. Dans le contexte général. N'oubliez pas de changer de diapositive. Diapositive suivante. C'est à vous de changer vos diapositives. Dans le contexte général, donc, il s'agit des troisièmes journées scientifiques du réseau lexicologie, terminologie, traduction. Et l'intitulé général, c'est Approche épistémologique de la terminologie, enjeux actuels. Et l'axe 4, nous avons choisi l'axe 4, la formation des terminologues. Et le lieu où nous avons fait l'investigation, c'est l'Université d'Antananarive, la mention communication
parce que, effectivement, donc, je donne des cours. Je suis enseignant de cours intitulé Enjeux communicationnels de la terminologie informatique au sein de la mention. Et je tiens à signaler qu'il s'agit donc d'une mention qui fait de la communication en tant que science de l'information et de la communication. Et il y a quelques points qui spécifient la formation au sein de la Communicomo. C'est qu'il s'agit des sciences de l'information et de la communication. On fait la communication pour le développement local et sur des domaines de spécialité, trois domaines de spécialité suivants: santé, environnement et droits humains. Ça, c'est le contexte général. Donc, le cours, c'est pour les étudiants en troisième année, surtout, des étudiants qui préparent un projet professionnel qui s'appelle le PTU. Et la terminologie, donc, est censée aider les étudiants à concevoir les supports de communication pour la mobilisation, surtout des acteurs locaux, dans le cadre de la communication pour le développement. Et après, diapositive suivante. C'est toujours vous qui changez de diapositive. Trois questions. Comme dans le questionnement, donc, on peut citer quel rôle joue la terminologie en sciences de l'information et de la communication. Comment enseigner la terminologie en cycle? Quelle méthodologie de recherche en terminologie est adaptée à la formation des étudiants en cycle? Donc, ce sont des questionnements sur la méthodologie de formation en sciences de formation de la terminologie en sciences de l'information et de la communication. Mais spécifiquement, donc, nous allons parler des corpus pour enseigner efficacement en sciences de l'information et de la communication. Donc, il y a deux hypothèses. On a besoin de corpus textuels, bien sûr, dans la formation en terminologie. Donc, deux hypothèses. On a besoin de corpus qui renferment des connaissances terminologiques des différents acteurs, des connaissances terminologiques, nous précisons, parce qu'on a besoin pas uniquement des termes, mais des connaissances terminologiques aussi. Et les corpus aussi renferment et au format linguistique et non linguistique. Donc, classiquement, quand on s'intéresse, la terminologie s'intéresse au format linguistique, mais au sein de la mention communication, en sciences de l'information et de la communication, on est obligé de s'intéresser au format non linguistique. Le cadre méthodologique, alors, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la terminologie sur corpus textuel. Donc, il y a le terme consacré à terminologie textuelle, je l'ai divisé aussi, mais j'ai pris ici la citation de l'homme Marie-Claude. Il dit: le texte spécialisé est d'abord un vaste réservoir de termes. Donc, c'est le cadre général de la terminologie textuelle. On a la quantité, diversité de corpus, puis exploitation, exploration à travers les outils technologiques. Il y a aussi, donc, comme deuxième principe, c'est le terme et les contextes. Donc, il y a trois types de contextes ici. Le contexte définitoire, le cotexte, donc contexte immédiat. Contexte définitoire, où on peut trouver la définition des termes, par exemple. L'intertexte, ou contexte explicatif ou langagier. Et ça concerne aussi donc les relations entre les différents textes qui se trouvent dans le corpus. Et le contexte extralinguistique, c'est en rapport avec le format, les supports de publication, les auteurs des textes, etc. Troisième point important dans le cadre méthodologique et en rapport cette fois avec les sciences de l'information et de la communication, c'est les acteurs. Donc les acteurs des domaines de son environnement et droits humains. On peut citer les acteurs spécialistes qui produisent beaucoup de termes dans les textes, et les étudiants ou spécialistes en devenir ou spécialistes d'autres domaines, c'est aussi un des acteurs importants. Et les acteurs locaux qui peuvent être des spécialistes ou non spécialistes. Des spécialistes, je parle des techniciens, par exemple, des techniciens locaux qui font de la mobilisation et qui travaillent avec les acteurs locaux. Mais il y a des acteurs locaux qui connaissent le domaine, mais qui n'utilisent forcément pas la terminologie comme
la terminologie des acteurs spécialisés. Donc ça, c'est le cadre méthodologique. On passe maintenant aux enjeux méthodologiques. Donc, nous présentons ici, nous essayons de comparer ici, donc, à gauche, la terminologie textuelle classique et à droite, la terminologie textuelle que nous avons appliquée pendant la formation des étudiants. Donc, dans la terminologie textuelle classique, la spécialisation est définie en fonction de l'auteur du texte et des destinataires. C'est la citation de l'homme Marie-Claude. Mais donc, les textes sont au format linéaire, c'est-à-dire des textes qui tiennent des experts vers les experts ou experts vers des experts d'autres domaines. Les flèches sont unidirectionnelles. Français, l'anglais, et c'est vers le malgache. Donc, ça, c'est traduction, alors, des terminologisations. Mais le corpus, les textes, ils viennent de partout. Acteurs spécialistes, ils viennent des spécialistes d'autres domaines. Ils peuvent aussi être produits par les acteurs locaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, les acteurs locaux donc, peuvent s'exprimer concernant le domaine. Ils utilisent forcément. OK, donc voilà, la connexion est établie. Oui. Donc, enjeu méthodologique par rapport à tout à l'heure, donc il y a la terminologie classique textuelle et la terminologie textuelle appliquée au sein de la COMO. Donc, questionnement, c'est quelle représentativité alors pour les acteurs locaux? Les acteurs locaux qui n'utilisent pas beaucoup de termes, les acteurs spécialistes qui utilisent les termes, combien ou qualitatif et quantitatif, la représentativité, combien de textes en provenance des acteurs spécialistes et combien de textes en provenance des non-spécialistes. Il y a aussi donc le domaine général qui est concerné parce que ces acteurs locaux-là, même les acteurs spécialistes, utilisent le domaine général. Les acteurs non spécialistes locaux, ils s'expriment surtout dans le domaine général, mais on en a besoin donc. Et comment donc relier tout cela pour la terminologie textuelle au sein de la COMO? Alors, le corpus des spécialités, je vais prendre deux exemples dans le domaine de l'environnement. À droite, nous avons un corpus textuel sur les déchets organiques. Le terme principal, c'est déchets organiques. Et il y a une définition des déchets organiques. Et en bas, il y a des illustrations des déchets organiques et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et à gauche, il y a donc la traduction, la déterminologisation du terme déchets organiques. Donc, en première étape, les étudiants, c'est des produits étudiants. Les étudiants, ils ont choisi le terme fac organique. Je tiens à signaler ici que le projet s'est adressé surtout aux étudiants habitant les cités universitaires. Et ils peuvent peut-être comprendre le fac organique. Et ils ont ajouté une illustration de recyclage. Et ça, donc, c'est une étape qu'ils ont fait. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un bon produit, mais ils ont essayé de trouver quel schéma. Mais la solution, donc, c'est de trouver dans le corpus multimodo les termes appropriés, le schéma approprié, les illustrations appropriées, comme ce que nous allons voir dans l'exemple suivant. C'est un exemple sur la santé des enfants. Donc, ça parle de grossesse précoce. Grossesse précoce, donc, selon la définition de l'Organisation internationale de la santé, il s'agit donc d'une grossesse avant l'âge de 18 ans. Mais en bas, nous avons une illustration togolais, exemple du Togo, d'une petite fille avec son tablier, avec sa peut-être tenue de lundi ou tenue de vendredi, avec son ventre, et elle est enceinte. Et ça, donc, ça illustre que c'est la grossesse précoce. Donc, on n'a pas besoin de dire 18 ans, mais on voit que c'est précoce. Et à gauche, les étudiants de la COMO, ils ont utilisé donc l'image en haut au-dessus. Il est marqué c'est cool, c'est école.
Et en bas, donc, c'est un extrait de vidéo, mais je n'ai pas pu montrer la vidéo ici. Et donc, ils ont montré l'école et la grossesse avec l'école. Donc, c'est pour illustrer grossesse précoce sans parler de termes grossesse précoce, mais on illustre. Donc, ça, c'est les textes, l'image, la traduction, déterminisation, déterminologisation faites par les étudiants. Questionnement, alors, c'est le corpus des spécialités au Como. Quel outil d'annotation, alors, pour le corpus des spécialités? Parce que le corpus va être textuel et multimodal. Donc, textuel, il y a des textes électroniques, des textes oraux, textes audio, audiovisuels, schéma, tout ça, on a besoin de tout ça donc pour la déterminisation, pour la communication dans le domaine de spécialité. On vous a encore perdu. Pour les langues communautés, on peut Excusez-moi, l'utiliser, on vous a encore un mais petit peu perdu et il vous la reste connexion, un peu moins de 5 minutes. mais il y a aussi donc les textes accompagnés de versions audio, de sons, des images, des schémas, et on en a besoin. Ou bien des vidéos avec des textes sous-titrés, comme le TAV, la traduction audiovisuelle. On arrive à la conclusion sur cette communication. Je reprends donc la citation de Condamine. Il y a l'examen linguistique des termes et de leur contexte d'apparition. On peut accéder aux éléments conceptuels stabilisés du domaine. Ça, donc, c'est une citation qui dit que c'est l'examen en linguistique qui est important. Donc, on garde ça. Mais après, nous ajoutons que les textes des experts ou spécialistes du domaine sont très riches en termes. Donc, c'est important aussi d'utiliser donc des textes des experts, mais les textes des acteurs locaux sont importants pour la communication. Donc, on a besoin des textes des acteurs aussi, textes au format linguistique ou au format linguistique ou visuel. C'est des textes oraux ou perspectives et autres questionnements alors. Comment travailler avec le corpus oraux des locuteurs locaux, le corpus vidéo, l'image des spécialistes, des techniciens, le corpus électronique des experts? Ce questionnement a été déjà proposé par Gambier en 2016, dont il a parlé de traduction audiovisuelle surtout. Le concept de corpus multimodal de Develotte et de Gambier peut-être est-il utilisable en terminologie textuelle. La langue malgache peu dotée. Comment optimiser l'utilisation de concordanciers standards pour l'exploration de ce genre de corpus? Comment représenter les différents acteurs, spécialistes, non spécialistes, locaux, etc. Et comment marier contexte, contexte, intertexte et hypertexte, parce qu'on parle de corpus en ligne, dans la terminologie textuelle. Et j'ajoute ici les références bibliographiques utilisées dans la présentation, surtout. Et je vous remercie pour votre attention. Et j'espère que je n'ai pas dépensé les 20 minutes prévues. Et je vous écoute pour les questions et remarques. Merci beaucoup. Nous allons passer à la communication suivante, qui est celle de Madame Elbaz. Madame Elbaz est titulaire d'une maîtrise de philosophie de Paris 4 Panthéon-Sorbonne et d'une thèse de doctorat en langue, littérature et société du monde de l'INALCO. Elle est enseignante-chercheuse à l'ISIT, Université Panthéon-Assas, et chercheuse associée à l'Institut français de recherche sur l'Asie de l'Est. Ses cours portent sur la traduction du chinois au français et sur la terminologie comparée.
Ces recherches portent sur les transferts culturels entre l'Europe et l'Extrême-Asie, la naissance du vocabulaire chinois moderne et la pédagogie de la traduction et de la terminologie à l'ère numérique. Elle est responsable du séminaire de recherche de l'ISIT et membre du projet de recherche canadien Sustainable Cities and Translanguaging et de l'Action Cost, European Network on Lexical Innovation. Elle dirige des projets de recherche appliqués en traduction et en terminologie avec des institutions françaises telles que la Direction générale à la langue française et aux langues de France, le Musée du Louvre et le Monde diplomatique. Et de même avec des institutions européennes telles que la Direction générale de la traduction de la Commission européenne. Elle dirige également des mémoires de recherche des étudiants de Master 1 et 2 de l'ISIT et co-dirige 3 thèses de doctorat. Elle est en outre traductrice du chinois pour l'édition. Sa communication est intitulée « Projet de recherche appliqué dans un double cadre académique et institutionnel. Quels attendus, quels résultats ?» Voilà, je vous cède la parole avec plaisir. Merci beaucoup. Projet de recherche appliqué en terminologie de l'éco-urbanisme dans un triple cadre de formation à la traduction, de recherche sur la ville durable et d'aménagement linguistique. Quels attendus, quels résultats. Par rapport à ce qui a été dit précédemment, je m'inscris aussi dans la perspective de la terminologie textuelle. Je m'intéresse également à tout ce qui concerne l'aménagement linguistique, à la formation aux enjeux des transitions écologiques, notamment des transitions écologiques urbaines, et à la formation en terminologie, donc à travers des besoins réels répondant à travers des projets de recherche appliquée répondant aux besoins réels d'une organisation. J'ai déjà travaillé depuis plusieurs années avec la direction de la traduction du Parlement européen, notamment avec Federica Vezzani qui est ici, avec Elpida Loupaki de l'Université Thessalonique en Grèce. Il y a d'autres projets en cours, hein, notamment Cécile Frérot qui travaille avec l'OMPI. L'idée, c'est vraiment learner empowerment, c'est-à-dire vraiment mettre les étudiants face à un réel projet dans un cadre qui répond à un besoin précis et tout en gardant une volonté de pédagogie et de renforcement de leurs compétences. Alors, donc, c'est une présentation descriptive. Hein, je me situe dans le domaine de la didactique de la terminologie. Et ce projet répond à un triple objectif: former des étudiants en master de traduction spécialisés à la linguistique de corpus et à la terminologie, participer à un projet de recherche international à la fois urbanistique et linguistique, et puis donc répondre aux besoins terminologiques concrets d'une organisation, en l'occurrence la DGLFLF. Donc je vais vous présenter les 3 pointes de ce triangle. Première pointe, en fait, dans notre master de traduction à l'ISIT, on fait partie du master EMT, European Master in Translation. Donc, on est tenu à s'aligner sur les compétences requises dans ce master, notamment en traduction, acquérir, développer et exploiter les savoirs thématiques et spécialisés qui sont pertinents pour les besoins de la traduction, maîtriser les systèmes de concepts, les méthodes de raisonnement, les normes de présentation, la terminologie et la phraséologie, les sources spécialisées, etc. Compétence 11, vérifier, revoir, réviser, évaluer leurs propres travaux et ceux des autres en fonction d'objectifs de qualité standards ou spécifiques au travail, et évaluer l'opportunité d'utiliser des outils pour le travail en question. Ça nous amène aux compétences technologiques, utiliser les applications informatiques les plus pertinentes. Mais on développe aussi des compétences personnelles et interpersonnelles, notamment planifier et gérer le temps et respecter les délais. Compétences en langue et culture, évidemment, qui sont censées être déjà là quand on accueille nos étudiants en master. Donc, perception interculturelle et sociolinguistique et aptitude
communicationnel. Et puis, prestation de service. Et là, c'est très important justement d'être au service d'un commanditaire extérieur, clarifier les demandes, objectifs et finalités du client, des destinataires du service linguistique et des autres parties prenantes, et fournir les services adéquats pour répondre à ces demandes. Donc, pour essayer de répondre à ce référentiel de compétences qu'on souhaite développer chez nos étudiants, on a à l'ISIT un dispositif qui s'appelle le PRA, Projet de recherche appliquée. Donc c'est un projet qui réunit une équipe d'étudiants qui est tutorée de l'intérieur par un membre académique ou associé et qui répond aux besoins concrets d'un commanditaire. Il y a une convention qui est passée entre les deux, entre l'académie et puis le commanditaire. Il y a un livrable. Ici, aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit terminologique, mais ça peut être dans d'autres circonstances une campagne d'information, un travail d'expertise, etc. Une soutenance chez le commanditaire. Et puis, évidemment, ça aboutit à une note et on demande une contribution du commanditaire qui peut être une conférence, une visite ou même une somme d'argent. La deuxième pointe du triangle, c'est le projet SAGA, Translanguaging and Sustainability, qui est au croisement des sciences sociales et de l'éco-urbanisme, qui est financé en fait par une bourse, par un fonds du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, et qui a été monté par des collègues justement de Simon Fraser University à Vancouver, des collègues urbanistes, mais également des collègues qui travaillent avec les communautés autochtones. Et puis, on a rejoint ce projet de Copenhague, d'Helsinki, de Paris, et pour travailler vraiment sur ce point commun, ce point qui est à la croisée en fait du multilinguisme et puis de la ville durable. Voilà une petite photo de nous. L'idée, c'est qu'en fait, si on veut accompagner au mieux les transformations écologiques de nos sociétés, ça ne peut pas se faire en une seule langue. Ça ne peut pas se faire évidemment sans langue du tout, mais ça ne peut pas se faire non plus en une seule langue, ou plutôt ça serait perdre tout l'ancrage culturel en fait que les langues peuvent véhiculer. Donc l'idée, c'est de nous focaliser en fait sur ce qu'on gagne à mettre en lumière tous les phénomènes linguistiques dans les transformations écologiques, et tout ce qu'on perd à les oublier et à partir sur du monolinguisme. Voilà un petit schéma de toutes les questions qu'on se pose. Donc en fait, on est 7, on vient d'horizons différents. Donc moi, par exemple, je ne m'occupe pas de Decolonial Studies, ça c'est vraiment mes collègues canadiennes. Mais par contre, je vais me reconnaître dans Urban Sociolinguistics, dans Critical Urban Research. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière cet élément linguistique à travers les phénomènes de traduction, de référentiels culturels, etc. Et ma collègue Sédicia About, qui est urbaniste à la mairie de Paris, et moi-même, on s'intéresse particulièrement à la terminologie de la ville durable à travers les langues. Et la troisième pointe du triangle, c'est la DGLFLF, et particulièrement la CELF, la Commission d'enrichissement de la langue française. Vous entendiez ce matin Étienne Quillot, donc ça fait un certain nombre d'années maintenant que je travaille avec lui. Et la deuxième année dans ce projet,
ce qui nous intéresse, c'est que la DGLF anime et coordonne la politique linguistique du gouvernement, s'oriente vers un maintien de la cohésion sociale. Donc ça, c'est vraiment en résonance avec le projet Saga. Travaille en relation étroite avec les milieux économiques, sociaux, professionnels et scientifiques, ainsi qu'avec un grand nombre d'associations. Et concrètement, au niveau de la commission d'enrichissement de la langue française, c'est un dispositif qui va permettre de repérer les usages, d'observer en fait tous les nouveaux termes qui arrivent dans la langue française, qui arrivent parce qu'ils naissent dans les laboratoires ou sous la plume de sociologues, par exemple, mais qui arrivent aussi et surtout de l'extérieur et pour lesquels il faut trouver un équivalent en français. Alors, notre projet de l'année dernière, c'était terminologie de la nature en ville. Cette année, on va travailler sur l'économie collaborative. Mais donc, c'est la nature en ville que je vous présente. Donc, nature en ville, qui est un des axes de la ville résiliente. On va toucher à des notions comme adaptabilité au changement climatique, question des ressources, cycle de vie, biodiversité. Il y a le nom de mes étudiantes qui s'affiche. Donc, une équipe de 5 l'année dernière. Donc, la question de la nature en ville, on a commencé par elle parce que ça nous semble une des plus urgentes et aussi une de celles où la néologie est la plus fructueuse. Nous avons travaillé avec la DGLF et particulièrement avec 3 groupes d'experts. Le groupe Aménagement, Habitat et Mobilité, le groupe Environnement et le groupe Agriculture. En fait, ce sont des experts qui, dans chaque ministère, sont les points de relation en fait, entre les ministères et puis la commission d'enrichissement de la langue française et qui observent comme ça les enjeux terminologiques spécifiques à chaque ministère. Alors, je vais passer assez vite sur le projet terminologique. L'intérêt pour moi, c'est que mes étudiants mettent en pratique ce qu'ils apprennent en cours. Donc, on part du corpus et puis on extrait des termes, on teste différents outils, on identifie les notions nouvelles que mes étudiants vont proposer après au collège d'experts. Et puis, ils vont établir des fiches terminologiques avec un certain format très, très, très spécifique et surtout un dossier documentaire avec les contextes d'emploi et les ressources terminologiques disponibles. Alors ça, c'est très important et assez différent de ce qu'on fait en cours. Nous, en cours, on fait un glossaire comme ce qui nous a été présenté ce matin, un tableau Excel, avec différents champs terminologiques. Là, la nouveauté, c'est que quand on travaille avec la DGLF, on doit fournir de nombreux contextes pour que ensuite, en commission, la commission de néologie puisse statuer en connaissance de cause. Donc ça c'est vraiment un besoin important. Et en ce qui concerne les enjeux didactiques, donc quand on travaille avec la commission de néologie, on travaille à toutes les étapes du projet avec une experte en urbanisme, c'est Cédicia Abou, Étienne Quillot, le chef donc, de la commission de néologie, et puis de temps à autre des rencontres avec les experts de chaque ministère. Et les étudiants se basent essentiellement sur des textes administratifs, institutionnels, techniques et scientifiques, mais parce qu'on travaille aussi dans le cadre du projet Saga, je leur demande d'aller vers aussi les textes de la presse générale, les blogs, les textes associatifs, pour qu'ils aient vraiment une vision complète et que leur travail ne soit pas juste un travail, on va dire,
une langue institutionnelle, un travail sur une langue institutionnelle, mais vraiment qu'ils aillent à la rencontre de la langue des gens et des habitants et qu'ils puissent mesurer la différence. Donc dans le choix des termes et la compréhension des concepts et de leurs relations, les experts sont toujours dans la boucle. Et un autre enjeu important, je vous ai parlé des contextes riches en connaissances qui doivent être fournis, mais ils ont aussi des recommandations à visée prescriptive. Donc ça, c'est très différent de ce qu'on fait en cours, parce qu'on est plutôt dans de la description des usages. Mais dans le cadre de ce projet, il y a un aspect normatif qui est important. Donc voilà, mes étudiants arrivent avec un ensemble de termes qu'ils proposent. Certains vont être validés parce que ça correspond aux besoins de la commission. D'autres non, parce qu'ils vont être trop larges ou trop précis ou hors sujet, comme par exemple ici l'agroforesterie. Un aspect vraiment intéressant, c'est la variation terminologique, parce que les étudiants vont faire parler les corpus, et donc il va y avoir tout un tas de propositions. Hein. Ils arrivent avec, par exemple, cours oasis, cours végétalisé, cours jardin, cours d'îlot végétalisé, cœur d'îlot végétalisé, cœur et parcours. Hein. Dans les premières occurrences, on est dans une cour d'école qu'on va débitumer pour replanter de l'herbe, du gazon, voilà, que ce soit vert, que les enfants puissent respirer l'été. Et pareil pour toiture végétalisée, par exemple, on va trouver toiture terrasse végétalisée, toit végétal, toit potager. Donc eux, ils arrivent, en ayant fait parler les corpus. Cédicia Abou, donc experte urbaniste dans toutes ces questions, va dire voilà, nous, en tout cas la mairie de Paris, on utilise plutôt ça, plutôt tel terme. Et puis ensuite, ils vont faire, une fois que les termes sont acceptés, ils vont faire tout un travail d'extraction de contexte. De contexte pour donner encore plus d'informations et montrer que effectivement ce terme c'est celui qui est le plus utilisé ou en tout cas c'est celui qui est préféré par les experts et qui est compréhensible par tous. Deux exemples rapides sur les réflexions qui naissent dans l'esprit des étudiants. Ils ont choisi ville résiliente. Il y a dans France Termes, donc la base terminologique de la DGLFLF, on a durabilité, résilience. On a deux résiliences. On a résilience environnement et résilience en sociologie. Donc, on est dans l'environnement, dans le domaine de l'environnement. Mais on n'avait pas ville résiliente. Donc, ils ont travaillé sur ville résiliente et une ville capable de résister, de rebondir et de se reconstruire par suite de catastrophes écologiques, défis sociaux et économiques. Et ils sont tombés, par exemple, sur la ville de Montpellier. Nous ferons de Montpellier une ville sûre pour ses habitants, une ville résiliente aux défis de demain et adaptée au changement climatique désormais inévitable, une ville radieuse où les habitants décident eux-mêmes du devenir de leur quartier, car Montpellier est avant tout une ville aux 100 villages. Donc, voir dans un même paragraphe une ville résiliente et une ville radieuse, voilà, ça les mène, au-delà de la terminologie, à une réflexion sur les termes en discours. Hein, ici, la vitrine de Montpellier. Une réflexion intéressante aussi sur l'écriture des définitions, en particulier pour ces trames. Trame blanche, trame brune, trame verte et bleue. Est-ce qu'on va démarrer par zone, donc une réflexion plus géographique, zone de préservation et de restauration des continuités écologiques, par exemple pour la trame verte et bleue, ces continuités écologiques qui favorisent la conservation de la biodiversité terrestre, aquatique et des zones humides, ou bien est-ce qu'on va proposer une définition plus opérationnelle,
concept de planification environnementale et outils d'aménagement du territoire qui visent à maintenir les continuités écologiques, etc. Mais c'est ce genre de choses, en fait, les étudiants ne peuvent pas trancher eux-mêmes. Hein. C'est vraiment la réflexion avec Étienne Criot et les experts de la DGLFLF qui nous permettent de trancher. Une réflexion importante aussi pour les étudiants sur la hiérarchisation des concepts. On a ici deux concepts assez proches et qui sont parfois confondus ou souvent confondus, la renaturation et la végétalisation. J'ai mis un signe plus grand que. Mais voilà, la végétalisation des espaces fait partie de la renaturation. Et ça, vraiment, c'est avec de multiples discussions avec un expert en éco-urbanisme qu'on peut le savoir. Un des outils de travail, c'est l'arborescence dans la discussion avec les experts. C'est assez ludique et très efficace. Et alors, en conclusion, à l'issue de ce projet, en fait, on va ouvrir sur une perspective multilingue, puisque pour le moment, on a travaillé en français et en anglais. Mais nos collègues du Canada vont travailler en anglais canadien, mais aussi en finnois, en danois, et puis avec une tentative aussi avec les langues autochtones. Et ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de chercher en deçà des équivalences terminologiques, les équivalences des usages, des pratiques sociales de la ville qui vont surgir. Et je m'arrêterai là. Je reste attentive à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante et stimulante. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Qui arrive quand c'est très clair, en fait. Moi, j'aurais peut-être une petite question, parce que vous faites allusion donc aux collègues canadiens, qui sont des Canadiens anglophones. Y a-t-il eu des liens avec l'Office québécois de la langue française pour le Québec, pour le français du Canada, le français du Québec en particulier? Alors, pas encore, mais c'est en projet. Oui, pas encore, c'est en projet. De toute façon, en fait, quand les étudiants travaillent sur les bases terminologiques, ils vont voir aussi effectivement sur le grand dictionnaire terminologique. Et d'ailleurs, dans les dossiers qui rentrent à la SELF, il y a toujours en fait cette recherche sur les bases terminologiques canadiennes qui est là. C'est vrai que je n'ai pas pris rendez-vous avec eux directement. Côté canadien, en fait, ce qu'on développe plutôt, c'est la relation avec les locuteurs de langue autochtone. Donc, il y a plein de choses qu'on n'arrivera pas, pour lesquelles on ne trouvera pas d'équivalent, parce que c'est vraiment des pratiques urbaines. Voilà. Mais par contre, ce qui nous intéresse, c'est des grands concepts, comme justement la durabilité, la résilience. Voilà. Donc, mais alors, c'est assez délicat, parce que la personne, donc Amala, qui est en charge de ces questions, elle est elle-même en fait autochtone. Et donc, elle a le droit, en fait, elle est en droit, parce qu'il y a toute une question vraiment de respect de ces communautés. Et quand on est complètement extérieur, on n'est pas vraiment en droit de toucher à ces questions. Donc, c'est vraiment elle qui s'en occupe. Il y a eu notamment dans la ville de Vancouver tout un projet de jardin urbain. Alors, je ne sais pas comment, îlot de renaturation, je ne sais pas comment ils l'appellent là-bas. Et donc, en fait, ce jardin, on lui a donné le nom arc-en-ciel, mais dans 2 des langues autochtones. Et il y a de grands panneaux dans le jardin qui expliquent pourquoi ce jardin s'appelle arc-en-ciel, etc. Donc, voilà, c'est les préoccupations sont terminologiques, mais aussi plus largement pour faire rentrer toutes les langues d'une certaine ville dans les dispositifs urbains en place. Vraiment très intéressant. La question, effectivement, des Premières Nations au Canada revêt depuis quelques années, très récemment, en plus une importance accrue, de par la reconnaissance des territoires autochtones. Donc,
sur lesquels ont été établis ensuite j'allais dire les installations, les villes, etc. Donc, c'est effectivement un sujet extrêmement délicat et c'est très bien d'avoir une personne d'origine autochtone dans l'équipe. Par contre, je me posais la question puisque vous êtes donc en relation avec la DGLFLF, il y a des langues de France qui sont des langues, j'allais dire, autochtones, hein, comme le breton et autres, mais qui sont en lien aussi avec une réalité urbaine. Donc peut-être qu'il y aurait des liens à faire avec des collègues, je pense qu'il y a des collègues brittophones à l'Université de Rennes, parce que ce sont des langues, aussi des langues, j'allais dire, dites autochtones, ou, enfin en tout cas par rapport aux langues occidentales, qui sont traditionnellement appliquées à l'évocation de concepts plus en lien avec la nature, l'agriculture, etc., mais qui, au fil du temps, ont une réalité aussi urbaine. Donc peut-être qu'il y aurait des liens à faire. Peut-être, oui, merci cette proposition. Pour le moment, il y a un lien qui s'est fait auquel je n'avais pas du tout pensé, mais j'ai été invitée à donner une conférence en mai à la Grande Canarie, en espagnol, non, en anglais, hein, mais pour des étudiants hispanophones. Et donc j'ai un petit peu regardé, hein, ça va être vraiment intéressant, mais je vais devoir vraiment adapter parce que la Grande Canarie, c'est pas Paris, c'est pas Helsinki, ni Vancouver. En fait, c'est vraiment le problème de l'érosion des sols par rapport voilà, ils sont entourés d'eau, hein. Donc en fait, voilà, l'érosion des plages, etc. Donc la nature en ville, ça va se poser autrement, en fait. Donc voilà, je vais faire peut-être entrer dans l'espagnol dans ce projet qui n'y était pas. Et puis d'autres réalités aussi de nature en ville. C'est vraiment très intéressant et en plus ça ouvre énormément de perspectives et surtout cela ancre la terminologie en fait dans la réalité sociale et culturelle. Donc je pense que pour ça, ces collaborations sont extrêmement précieuses avec les experts. Peut-être que ça a amené les experts et expertes à avoir un autre regard sur la terminologie. Alors, tout à fait. Donc, notamment Cédicia Aboud, qui s'est passionnée maintenant de terminologie parce qu'en fait, elle s'est posé des problèmes depuis longtemps, mais elle n'avait jamais le temps de vraiment s'y arrêter. Donc, justement, la variation terminologique l'a toujours intéressée en tant qu'urbaniste, mais elle voyait passer comme ça des choses. Et quand elle avait à écrire des livres blancs, et voilà, le fait de travailler avec nous, ça aiguise chez elle ce sens-là, hein. Et alors, on a un projet, justement, quand on va faire traduire ces concepts, en fait, en finnois, danois, etc., on a un projet de faire travailler ensemble des étudiants en urbanisme et des linguistes, des étudiants en linguistique, pour qu'ils travaillent ensemble. Pour qu'il y ait aussi cette collaboration en fait interdisciplinaire qui aiguise chez les uns le sens de la langue et qui aiguise chez les autres le sens du terrain, de la spécialisation, etc. C'est vraiment très prometteur en tout cas. Merci beaucoup. D'autant que c'est en plus un projet qui associe étroitement les étudiants et étudiantes. Donc ça, c'est vraiment extrêmement précieux pour l'avenir de nos disciplines. Merci beaucoup Pascal pour cette présentation. Ah, une question. Ah oui.
Alors, ça, c'est plutôt une question pour Étienne Quillot, mais je vais essayer de y répondre brièvement. En fait, là, je vous ai mis que les textes, que les termes français, mais évidemment, euh, quand on travaille sur corpus, on a aussi des termes anglais qui nous viennent. Et parfois, dans les corpus en français, vous avez des termes anglais qui sont comme ça adoptés directement. Ou bien vous avez des termes qui sont bricolés un petit peu mal. Et donc, dans les commissions de néologie, il y a toujours les collèges d'experts, mais il y a aussi la présence du dictionnaire de l'Académie. Alors donc, les personnes en charge du dictionnaire de l'Académie vont s'assurer que les termes et leurs définitions d'ailleurs, sont conformes au code de la langue française. Et vont choisir les termes en conséquence et vont peaufiner les définitions à la virgule près jusqu'à ce que ce soit qui est vraiment l'essentiel, les éléments essentiels et que ce soit complètement compréhensible, etc. Et, mais vous savez, on est aussi soumis en France, il n'y a pas que le Québec qui est soumis à la langue anglaise forte. Donc en France aussi. Et c'est pour ça que trouver des équivalents en français des termes qui rentrent dans notre langue en anglais, c'est vraiment un enjeu très fort. Dans ces matières-là, en éco-urbanisme, les Français sont assez forts et assez développés, donc c'est pas très compliqué. Moins compliqué que dans les nouvelles technologies, par exemple. Par exemple, dans la formation d'hier, il y avait parseur, parsing, on fait même plus attention, quoi. On peut dire analyseur, ben non, on dit parseur, voilà. Là, c'est moins le cas, peut-être parce que justement les urbanistes français publient. Enfin, c'est un domaine assez développé et du coup, Du coup, en fait, je disais que soit la DGFLF, la SELF, va trouver des équivalents français de termes anglais, soit en fait va choisir un terme préférentiel dans une multitude de termes. Par exemple, là, il faut choisir entre qu'est-ce qu'on va définir, qu'est-ce qu'on va présenter comme terme référentiel, plutôt toiture végétalisée ou plutôt toit végétal, par exemple. Bon, ça, c'est une des questions qui se posent en commission. Et là, c'est pas par rapport à la langue anglaise, c'est par rapport à la production néologique, même en français, en fait. Merci beaucoup pour cette question et merci beaucoup pour la réponse. Oui, il y a une autre question ici. Il n'y a jamais une grande différence parce que là, on fait parler les corpus et les corpus, ils sont travaillés avec les experts. Les experts, ils sont là dès le début, en fait. Donc, les experts ne peuvent pas dire non, on ne veut pas ce terme-là. Enfin, voilà, il y a une preuve là. Donc, ben après, ça dépend des besoins. Par exemple, là, on avait choisi, il y avait déjà dans la base, alors, résilience et durabilité. Bon, voilà, donc, voilà, ils ont choisi ville résiliente pour travailler. Ça dépend aussi après des besoins des différents ministères, en fait. S'il y a un texte de loi en travail, s'il y a un projet particulier sur l'urbanisme, donc il y a des besoins en fait qui viennent du haut et, donc besoins législatifs et donc voilà, on tient compte de ça. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons pouvoir encore une fois remercier Pascal Elbaz pour cette présentation.